C'est durant son service militaire que Shonen a découvert sa vocation pour le dessin. À cette époque, il illustrait par de petits personnages les lettres qu'il envoyait. Autodidacte, ayant commencé tardivement à dessiner, il ressent le besoin de rattraper ses années perdues. Son côté perfectionniste le poussa à travailler son trait, pour seul objectif, progresser. Il commence en tant qu'illustrateur pour l'association Manga Pop, puis se fait très rapidement repérer pour faire de la création BD manga. Sa première œuvre, BB Project, est sortie en 2007. Il était au dessin et casé au scénario. Avec un total de 5 volumes, la série n'est pas achevée, mais qui sait si elle ne reprendra pas un jour. En 2008, en parallèle de BB Project, Shonen entama un nouveau manga, Omega Complex. Toujours au dessin, il sera accompagné de Izu pour le scénario. Cette œuvre compte à son total 3 volumes pour une série terminée. En 2012, il sort Lord of Chaos. Toujours avec Izu, la série sera stoppée au 2e volume. Et en 2016, il revient avec Outlaw Players. Seul pour le réaliser, on ressent bien ce coup-ci qu'il s'agit d'un projet personnel qui lui tient à cœur. Nous sommes aujourd'hui à 10 volumes. Et je vous propose de découvrir l'interview que j'ai eu la chance de pouvoir faire grâce à la page Shonen Fan sur Facebook. Alors allez leur lâcher un petit like pour leur montrer votre amour. J'aimerais également dire un énorme merci au dernier bar avant la fin du monde de Paris qui nous a reçus et qui a été adorable avec nous. Merci à la community manager qui a accepté que je puisse tourner chez eux. Mais surtout, un énorme merci à vous, ma communauté, qui me permet de vivre ce genre d'aventure. Je vis des choses incroyables et il y a quelques années, je n'aurais pas pu imaginer tout ça. Merci à vous, du fond du cœur. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Shonen, l'auteur de Outlaw Players, qui a vu paraître son tome 10 le 2 juillet, et donc aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir le rencontrer et donc de faire une petite interview avec lui. Donc merci à toi de prendre du temps pour me recevoir. Du coup, première question, quelles sont tes principales influences, que ce soit jeux vidéo, manga, animé ou film ou tout ce que tu veux, pour du coup l'œuvre Outlaw Players? Ouais. Je dirais que l'influence principale vient d'une série animée qui est sortie en 2002 et qui s'appelle Aksai. Donc non, ce n'est pas Sword Art Online. Hein. Parce que j'ai vu aussi parfois que dans ton dessin, par exemple, il y a une créature qui, pour moi, je sais pas, je sentais quelque part qui faisait un peu Diablo de Blizzard. J'ai jamais joué en fait, donc. Mais peut-être que ça a pu m'influencer, on va dire indirectement, parce que je regarde quand même beaucoup de concepts et beaucoup d'illustrations d'une manière générale. Mais après, je dirais que graphiquement, mon style de dessin, s'inspire beaucoup plus de l'auteur Regret. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, avec Ergir. Ergir, Enfer et Paradis, Ergir, Pure Trinity, et maintenant Bakemonogatari. Bakemonogatari, ouais. C'est plus vraiment de lui que mon trait s'inspire d'une manière générale. Même si au début j'ai commencé avec Ken Akamatsu. Lovina. Non, Lovina en fait. Lovina. Ouais. C'était début des années 2000. Et sinon, voilà, en termes de concept, en termes pour Outlaw Player, en tout cas, je dirais que c'est essentiellement Aksai. Je veux dire, Sword Art Online, j'ai jamais connu et j'ai jamais lu, donc personnellement, j'aurais pas pu m'inspirer en fait, de cette série. Mais c'est vrai qu'on m'a fait beaucoup cette comparaison. Du coup, question suivante, en combien de temps tu réalises tes tomes? Car le premier volume du coup est sorti le 7 juillet 2016 et on en est déjà à 10 tomes, donc ce qui est plutôt déjà impressionnant. Je dirais qu'à la base, j'avais commencé avec 3-4 tomes d'avance. Parce en fait, j'avais commencé à travailler sur ce projet, je dirais, depuis 2014. C'est-à-dire 2 ans avant sa sortie. Ça faisait partie, on va dire, de la stratégie en fait, de Kiyun, c'est-à-dire de faire des volumes d'avance, en fait, pour permettre au lectorat de se faire une bonne idée de la série avec les 3-4 premiers volumes qui sortent, on va dire, à un rythme assez soutenu. Après voilà, maintenant je suis plus dans un rythme de croisière et je dirais que mon rythme actuellement ce serait c'est 2 volumes par an. Ce qui fait qu'il me faut concrètement 5 à 6 mois pour faire un volume. Ce qui est un rythme même très rapide pour un manga français. C'est surtout en fait actuellement j'aurais le rythme en fait d'un auteur mensuel au Japon. Parce que c'est aussi 2 volumes par an à peu près. C'est-à-dire un chapitre par... D'ailleurs, si on regarde bien de toute façon la longueur des chapitres que je fais sur mes volumes, c'est de l'ordre de 30 pages par chapitre. Et ce qui correspond justement un peu à la moyenne, on va dire, des chapitres qu'on trouve dans les séries mensuelles. Donc je me destinerai plus, on va dire,
plus on va dire un marché mensuel par exemple. Tu vois déjà, tu as déjà d'autres idées, d'autres projets que tu aimerais réaliser une fois que le Players du coup sera fini? Hmm, J'ai bien des idées, mais je suis pas certain à vrai dire que la plupart vont se concrétiser. Par exemple, j'aimerais bien reprendre la série des projets. On a, j'ai commencé, on va dire déjà plus ou moins à travailler dessus. Mais après, voilà, en termes de publication, pour l'instant, je dirais il n'y a pas de, je dirais, il n'y a rien de prévu. Après, je serais aussi également tenté, par exemple, de faire peut-être des one-shots, de faire des petites séries en fait un peu plus atypiques. Mais autrement, en termes de séries futures, je dirais que je n'ai pas vraiment en fait de choses en vue. Est-ce que tu devrais retravailler avec un scénariste pour un petit one-shot ou pas du tout? Pour le coup, oui. En fait, j'ai toujours, même si j'ai eu, on va dire, deux expériences malheureuses, on va dire, en termes de projet, je suis généralement assez ouvert. Je veux dire, actuellement, je travaille seul, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas, on va dire, capable, on va dire, de travailler dans une équipe. Je dirais même que généralement, je suis plutôt ouvert, on va dire, aux suggestions et aux propositions. Mais bon, après, voilà, tout dépend, on va dire, du concept et de la qualité, en fait. Ouais, de ce qu'on va te proposer à Ouais. faire. Je veux Si dire, toi tu te sens inspiré aussi par ce qu'on te c'est propose. ça. Ouais. Si le projet, de toute façon, si le concept, on va dire, m'intéresse, il n'y a aucune raison que je puisse refuser. Si tu devais être une classe, du coup, dans ton univers, Mhm. laquelle est-ce que tu choisirais? Parce que il y a Naturellement, forcément. oui. Ouais. Naturellement, ce serait le pen fighter. C'est la classe, par exemple, qui est au coteau, par exemple, dans la série. Ouais. C'est-à-dire que c'est une classe, en fait, qui se bat, on va dire, avec un critérium ou un crayon. Mais sa véritable habilité, c'est de pouvoir, en fait, collectionner, on va dire, les monstres et pouvoir les réutiliser, en fait, en les dessinant. Ça fait un peu ça dans Naruto, où il Ça dessine fait, les ou, choses. ou alors ça fait un peu aussi comme Pokémon, parce qu'il y a une question de collection. De collection, hein, c'est ce que je me disais. Du coup, t'as beaucoup joué à Pokémon? Non, Même pas. même pas. Tu t'inspires de choses auxquelles. C'est parce que c'est des idées en fait qui étaient déjà présentes. Je veux dire, si j'étais une classe qui était capable de dessiner, en fait, c'est une classe qui est tirée, qui s'inspire en fait d'une classe justement d'un personnage dans Final Fantasy VI. En fait, un peu même de. Il y a Go par exemple qui s'amusait à copier les techniques des monstres. Et à côté de ça, il y a aussi Ren qui en fait qui était une peintre artiste. Donc c'est un peu une fusion. Hmm. Du coup, une influence quand même quelque part un peu Final Fantasy. C'est ça. En fait, c'est aussi parce que mon meilleur Final Fantasy, ça a été le 6. Ah oui, c'est souvent le 7 en général. Oui, mais c'est souvent le 7 parce que c'est pour la nouvelle génération. Ouais. Ceux qui ont connu par exemple leur premier Final Fantasy sur PlayStation. Mais moi j'avais déjà joué à Final Fantasy avant, donc. Et même si j'ai joué deux fois au 7, je préfère le 6 quand même. Un coup de cœur toujours. C'est ça. Du coup, Outlaw Players a été catégorisé en tant que shonen, même s'il y a quand même quelques aspects seinen, parce qu'au niveau de l'histoire, il y a des choses quand même assez sombres. Quelles sont les codifications qui te plaisent quand tu réalises un manga, du coup, dans le shonen? Généralement, j'ai toujours été plus attiré en fait dans le seinen, c'est-à-dire des histoires généralement plus matures. Mais après, ce que j'aime aussi chez les shonen, c'est en général le, le parcours, des histoires de quête initiatique, d'évolution. Ouais. C'est le genre de choses quand même qu'on retrouve quand même rarement, on va dire, généralement dans le seinen. C'est pourquoi je dirais c'est plus intéressant pour moi par exemple de faire un mix. D'ailleurs, je vois que beaucoup de shonen de toute façon commencent, on va dire, commencent à emprunter ce chemin. Ouais. C'est-à-dire, il y a toujours cette quête initiatique, ce héros, cette histoire d'amitié, mais il y a en plus, on va dire, généralement un côté, on va dire, plus mature, plus terre à terre. Et parfois, je dirais, il y a même des séries qui n'hésitent pas à être plus violentes aussi pour autant. Je veux dire, bon, regarde Attack on Titan. Ouais, c'est un shonen, mais. Ça paraît dans la game de shonen, mais. Ouais, c'est ça. Les gens ils se font manger quand même. C'est ça. Quel est ton manga favori, d'ailleurs? Difficile. Enfin, c'est une question toujours. Après, hein, si je choisissais la solution de la facilité, je dirais généralement ce que fait Ogret. Ouais. C'est-à-dire, mais après, voilà, j'aurais une préférence, par exemple, sur ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire, par exemple, j'aimais bien Enfer et Paradis.
J'aimais bien rire, sauf la fin. Après, oui, il a dans des... Bah, ça faisait juste 5 volumes de trop, voilà. Mais après, si je devais vraiment réfléchir, je dirais que parmi les. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai une série, on va dire, que je préfère, mais j'en ai sans doute plusieurs. Là, par exemple, je mettrais. Et si on pouvait parler des séries que je préfère de manière générale, je mettrais aisément Berserk, par exemple. Que je n'ai jamais lu. Très bien. Bah, une partie de mon trait, une partie en fait de ma technique, on va dire, est également inspirée en fait de Kentaro Miura, notamment pour les hachures, par exemple. Parce qu'il est très connu pour ça, en fait, les hachures croisées. Ouais, mais ça embellit, je trouve, le dessin, ça donne une espèce de relief, de réalisme quelque part, je trouve. Ça, Il y a c'est du très détail. plus à... Ouais. C'est du détail. Ça permet justement en fait de se rendre compte quand même du travail accompli, et surtout il faut quand même se dire que même lui par exemple est un auteur qui travaille énormément seul. Donc d'une certaine manière je dirais on pourrait on pourrait peut-être je dirais on pourrait peut-être se comprendre. Mais moi c'est plus je dirais que dans mon cas c'est plus par dépit. J'ai une question qui me vient là. Dans quelle ambiance tu travailles en général? Genre, est-ce que tu es influencé par de la musique ou... Oui. En fait, je m'en rends pas compte. Et ce n'est qu'à que quelques temps en fait, que j'ai commencé à me poser la question, c'est que en fait, j'écoute énormément de musique quand je dessine. Mais généralement, c'est de la musique voilà, que j'écoute en utilisant des écouteurs. Parce que comme je travaille en général en extérieur, bah, je n'essaie pas de faire profiter les gens de ce que j'écoute. Oui, bien sûr. Et généralement, en fait, les genres de musique que j'écoute le plus souvent, c'est des OST. Ouais, moi aussi. De... Ouais. Les musiques de films aussi. Ouais, c'est rarement des chansons, c'est vraiment des musiques. Ouais, tu crées une ambiance. Et du coup, est-ce que tu crées une ambiance selon ce que tu dois dessiner? Par exemple, est-ce que tu écoutes une musique un peu triste si tu as besoin de non, faire pas une scène triste? C'est plutôt en fonction du besoin. C'est plutôt en fonction de ce que moi j'ai besoin pour pouvoir avancer. Donc plutôt par rapport à mon humeur. Ah ouais. C'est pas par rapport à une thématique ou parce que je dois dessiner on va dire une scène particulière, c'est plus par rapport à comment moi je veux le sentir. Si moi par exemple, si je suis pas très motivé pour le travail, il me faut forcément une musique en fait qui me motive un peu plus. Donc dans ce cas-là, je veux dire, la scène en fait n'a que peu d'importance. Tout dépend en fait tout simplement de mon état d'esprit à ce moment-là. Et je pense que voilà, on en a quand même besoin. Surtout que voilà, quand on travaille tout seul. Oui. T'as beaucoup, malheureusement, quelque part comparé à Sword Art Online. Est-ce que parfois ça t'arrive de le prendre mal? Non. Je veux dire, je le prendrais mal à la limite si c'était d'une manière. Bon, après, il faut voir si c'est péjoratif, quoi. Mais généralement, voilà. Je le prends pas mal parce que de toute façon, c'est une série que j'ai jamais regardée. Donc, après, je peux tout à fait comprendre qu'on le fasse parce que même si je l'ai jamais vu, on m'en a quand même beaucoup parlé. Je connais par exemple, je connais le nom des personnages, je connais le titre en lui-même, je connais l'histoire. Mais voilà, mais c'est une série par exemple auquel je n'ai jamais regardé à vrai dire. Ouais, donc quelque part ça n'a pas d'influence. Comme du coup ça reprend quelque part ton principe, enfin le principe que tu as aussi, et comme Sword Art Online a été le lanceur de la mode, on va dire, des jeux vidéo où on se retrouve bloqué quelque part, la nouvelle génération, comme tu m'avais dit tout à l'heure, a été influencée par Sword Art Online. Et donc, parce qu'il faut une référence. Ouais. Et je veux dire, donc d'ailleurs, à la base, c'était un webcomic qui date de 2002, donc je veux dire, c'était bien avant toute cette mode. Et la seule série, comme je disais, qui paraissait déjà de toute façon à cette époque sous forme d'animé, c'était Axine, qui lui-même, en fait, voilà, a influencé, enfin, a quand même une référence, je dirais, dans le domaine. C'est une série que je considérais comme culte, mais qui n'est pas aussi populaire, par exemple, que Sword Art Online. Ouais, il y avait Eureka aussi qui est paru il y a longtemps, il y a un moment qui était un peu aussi dans ce style-là, mais je ne saurais pas dire en quelle année il est sorti exactement pour si ça a influencé, si ça a pu influencer. Ça m'a pas influencé moi personnellement parce que je ne l'ai pas lu non plus. Non plus. Mais comme je disais, la seule série qui m'a réellement influencé à cette époque, c'était Axine. C'était, ouais, je dirais une série, on va dire, qui était quand même beaucoup plus basée sur le travail et sur le travail des personnages. C'était, je dirais, plus intelligent d'une certaine manière. C'était pas de l'aventure, ou très peu, mais ça parlait surtout beaucoup des personnages.
Et je dirais, le thème en lui-même était très intéressant. C'était un personnage, on va dire, quelqu'un qui était coincé dans un jeu et qui était en fait une anomalie. Je veux dire, la différence par rapport à Sword Art Online, c'est que bon voilà, c'est pas. Dans Sword Art Online, c'est le jeu qui vous coince en fait. C'est le jeu qui vous emprisonne. Je crois que c'était une histoire avec 10 000 joueurs qui étaient coincés dans le jeu, je crois. Et qu'il fallait en fait monter une tour ou. Ouais, c'est ça, une tour, un château, arriver jusqu'en haut pour. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Mais alors que dans Axine, ben, c'est simplement, on va dire, une anomalie. C'est une personne, on va dire, Ouais. qui est une anomalie. En fait. Et là, bah, dans Outlaw Player, c'est plus ou moins ce principe. Ouais, des irrégularités. Je veux dire, c'est pas le jeu qui vous coince, en fait, personne dans le jeu ne sait que vous êtes dedans. Personne ne sait en fait que vous êtes une anomalie. Ouais, les PNJ, ils Ça, agissent ils sans continuent à vivre leur vie, les joueurs continuent à jouer de leur côté, et c'est jusqu'au milieu, bah, on a des gens, on va dire, qui ne savent pas comment ils sont arrivés là, et qui sont, on va dire, obligés, on va dire, c'est plus ou moins un rôle, qui doivent en fait, en tout cas, essayer de sortir d'ici. On verra forcément que c'est un peu plus compliqué, on te connaîtra de toute façon, on va dire, plus, qu'on aura forcément plus de détails, on va dire, sur ce qui s'est réellement passé. Ouais, avec l'entreprise et tout ça. Ah, ça, ce n'est qu'un aspect. Ah, on verra que, en fait, même le fait d'être coincé, ce n'est qu'une partie, en fait, de l'intrigue. On verra que c'est plus compliqué. Ouais. Du coup, tu as déjà la fin. C'est ça. Est-ce que tu avais la fin directement quand tu as commencé Outlaw Players ou Oui, c'est ça la différence aussi. elle n'a pas évolué du coup entre temps? Tu as toujours Non. gardé. La base, ton en fait, idée. elle est toujours la même. Je veux dire, je suis parti avec une idée fixe, de toute façon, il valait mieux pour justement rester cohérent. Et les seules choses qui peuvent, on va dire, changer avec le cours de l'histoire, c'est plus en fait certains aspects secondaires, je dirais. Un peu comme des quêtes secondaires, si on veut. La quête principale dans un RPG sera toujours la même. Et Les après, quêtes tu peux secondaires, ajouter des quêtes secondaires. bah, généralement, voilà, c'est plus au niveau, on va dire, de la profondeur des personnages. Mhm. Est-ce qu'on aura, j'espère en tout cas que j'aurai suffisamment de place, en tout cas pour pouvoir tous les traiter. Mais c'est généralement ça qui change. C'est différentes scènes, différentes circonstances. Je sais que de ce côté-là, j'ai dû pas mal changer en fait. Il y a même des personnages que j'ai créés, on va dire accidentellement. Hmm. Je veux dire, à la base, il y a des PNJ que j'avais créés, mais que je n'avais pas nécessairement, en fait, je n'avais pas forcément, on va dire, comme plan, on va dire, de pouvoir les développer plus que ça. C'est juste que, bon, finalement, ben, ils ont évolué naturellement. Ouais. Et maintenant, ils font plus ou moins partie, on va dire, de l'équipe. Ah, c'est ça, c'est que tu crées des personnages et en Mhm. fait. Bah, C'est comme s'ils écrivaient eux-mêmes, c'est comme s'ils écrivaient du coup eux-mêmes leur propre histoire et que juste tu l'illustrais en oui. fait quelque En part. fait, d'une certaine manière, mais c'est plus parce que ça donne plus de sens, en fait. C'est parce que, à la base, j'avais créé des personnages juste pour un rôle, qui était censé être concis, qui était censé être bref. Mais au final, ils ont commencé à prendre un peu plus d'importance. Et puis, je me suis dit que par logique et pour être cohérent, ce serait normal, par exemple, de pouvoir continuer, par exemple, à les traiter. Mhm. Et en fait, je me rends compte qu'ils prennent de plus en plus d'importance. Ce qui est pas plus mal. Ouais. Parce que du coup, ben, ça crée même pour moi, en tant qu'auteur, ça crée même certains imprévus. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es vraiment attaché au fur et à mesure et que tu serais incapable par exemple de tuer? J'aime beaucoup de personnages, mais généralement beaucoup de personnages de toute façon peuvent mourir. Donc je dirais pas vraiment. Je dirais même que la plupart du temps c'est mieux que certains personnages auxquels je m'attache meurent parce que ça donne. Bah, parce que ça paraît en tout cas plus intéressant en tout cas. Mhm. Tu aimes beaucoup BB Project. Est-ce que du coup tu as vraiment envie de quelque part après Outlaw Players de reprendre ou tu reprendrais juste pour toi? Est-ce que tu aurais envie que ça ressorte? Oui. Honnêtement, oui. C'est un projet en fait qui à la base était fait pour me faire la main quand j'ai suivi parce que c'était mon premier projet professionnel. Donc, je veux dire, j'y accordais pas tant d'importance vu qu'en plus j'étais que dessinateur. C'est juste qu'au fur et à mesure des volumes sur lesquels j'ai travaillé, j'ai commencé en fait à m'attacher non seulement on va dire à l'intrigue mais aussi au personnage. Donc aujourd'hui, bah, c'est sûr que ça m'a quand même pas mal affecté quand on a dû mettre un terme en fait au projet. Et j'ai moi-même dit en tout cas à l'éditeur que je n'avais pas l'intention de l'arrêter de cette manière. Parce que je me souviens qu'il m'avait demandé en fait de faire une fin. Ou de toute manière, en tout cas, quand j'avais terminé mon cinquième volume, je m'attendais à en faire un sixième, mais on m'a appris du jour au lendemain que la série était terminée.
C'est pour ça, en fait, c'est ce qui explique de toute façon à la fin en coup de poisson là qu'on a le droit, parce qu'en fait même moi-même je l'ignorais. Ouais. Mais après quand on m'a demandé justement de faire une fin, on va dire en un chapitre, je me suis opposé, j'ai dit non. Ouais, c'est pas... Je préfère terminer sur un coup de poisson en tout cas en espérant pouvoir le reprendre un jour pour pouvoir faire une suite, plutôt que voilà de mettre un terme, on va dire, à ce projet. Et du coup, tu le reprendrais tout seul ou tu le reprendrais du coup avec le scénariste que tu avais Non. ou... Je pense que je le reprendrai déjà de manière plus personnelle. Et seul, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est un projet, on va dire, que je peux reprendre, on va dire, que je peux reprendre, on va dire, à mon compte. Ou en tout cas, c'est ce que j'aimerais envisager. Après, s'il y a un éditeur qui est intéressé, là, ça, c'est forcément plus simple, mais... Ouais, bah oui. Mais bon, généralement, les éditeurs préfèrent éviter parce qu'ils préfèrent en général lancer leur propre série. Ouais, lancer quelque chose de nouveau. Plutôt que voilà, de reprendre une licence qui a existé. Ouais. Faudrait que tu vois avec Kyo, non? Bah, j'en ai déjà discuté avec Kyo. Oh. Bah, ils ne sont pas intéressés. Justement parce qu'ils préfèrent, en fait, ils préfèrent en général créer leur propre licence. Ouais. Est-ce que tu lis du coup du manga français, les manfras comme on les appelle? Les manfras. Même si ce terme n'est pas très bon. J'en ai lu peu. En fait, je n'ai plus vraiment eu le temps de les lire. Je crois que j'ai dû lire. J'avais lu Dreamland au début. Ensuite, j'ai lu L'encre de feu. J'ai également lu, je crois, le premier volume de Green Mécanique. Et je crois que c'est tout. Du coup, est-ce que tu parles de temps en temps avec des auteurs de manga? Oh, généralement, oui. Je veux dire ça. J'aime quand même j'aime le concept. J'aime en tout cas l'initiative. C'est juste que. En fait, voilà, j'aime beaucoup le concept et j'aime bien en fait, j'aime bien que les Français en fait se lancent dans le manga. Mais c'est vrai que, mais à côté de ça, j'ai remarqué que j'étais quand même plutôt solitaire. En général, je n'appartiens pas à de communauté ou de groupe. Donc, généralement, je suis quelqu'un de plutôt solitaire de manière générale. J'évite en général de faire partie d'une communauté parce que bon, j'ai jamais grand chose à raconter à vrai dire. Ouais. Et puis, on m'a souvent demandé est-ce que je donne des cours. Je dis non, généralement j'en donne pas parce que bon, je suis pas assez confiant de toute façon pour ça et je suis pas non plus un pédagogue. Ouais, être prof, c'est un métier. Et puis, c'est compliqué. Étant en plus à la base autodidacte, je me suis appris à former tout seul. Donc, je n'ai pas de véritable base à enseigner. Donc, c'est compliqué, on va dire, de pouvoir conseiller des gens. Tout ce que je peux leur dire généralement, c'est bon voilà, si tu veux faire du manga, bah, tu te lances, mais attention, faut faire attention. C'est quand même pas un choix à prendre à la légère. Ah ouais, non, c'est un rythme de vie particulier aussi. Bah, je vois beaucoup de jeunes qui me demandent en fait, alors est-ce que je peux faire, quels sont les conseils que vous pouvez me donner si vous faites mangaka? Moi je dis, j'ai pas vraiment de conseils à te donner, si tu veux le faire, tu le fais. C'est juste que, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut que tu sois conscient en général des difficultés que ça va poser. Je veux dire, être auteur français, je veux dire, c'est peut-être, on va dire, beaucoup de jeunes en tout cas considèrent comme étant, on va dire, un travail de rêve. Je dirais, je suis tout à fait d'accord avec cette idée, mais il faut quand même se dire que tout le monde ne marchera pas forcément. Il faut tenter sa chance, c'est normal. Mais je veux dire, il ne faut pas non plus, voilà, il faut quand même rester les pieds sur terre. C'est très difficile. Mais bon, si la personne y croit, bah, tant mieux. Bakuman, du coup, a pas mal aidé, malheureusement, quelque part, malheureusement, à lancer la mode de devenir mangaka ou de devenir auteur. C'est je n'ai pas lu, mais après, il faut voir aussi, est-ce que Bakuman parle par exemple des problèmes? Le problème après, c'est que ça reste relatif, c'est toujours par rapport au Japon. Mais, bah oui, c'est ça. Mais bon, voilà, en France, ça marche pas de la même manière. C'est ça, et du coup, il y a beaucoup de jeunes qui tombent quelque part dans le piège de on va devenir auteur. Dans Bakuman, ils sont jeunes, ils y arrivent. Après, c'est que Bakuman, bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont romancées quelque part. Bah, c'est du shonen aussi, donc. Bah oui, on explique les choses et on essaie de montrer la beauté de devenir auteur, mais t'as pas le. Est-ce qu'il montre quand même des difficultés? Il y a des difficultés. Du coup, l'un des personnages principaux, se fait hospitaliser parce que il est trop dans son dessin, il est trop concentré dedans et du coup, il mange pas assez et tout ça. Il y a une part de réalité, mais qui est quand même pas mal.
qui est quand même pas mal absente, mine de rien. Puis après, on est au Japon, donc c'est différent de ce qu'on fait en France. C'est un chapitre par semaine. T'as un responsable éditorial qui est derrière toi et qui t'oriente, qui te conseille. Tandis qu'en France, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça parce que de toute façon, on n'a pas l'infrastructure ni les moyens. Ouais. Malgré que le manga, c'est la France, le deuxième pays consommateur dans le manga. Consommateur, mais après, voilà, est-ce qu'on aime consommer, on va dire, nos propres produits? Mine de rien, le manga français évolue quand même bien et beaucoup. Il y a des gens qui veulent créer des nouveaux concepts, dont des magazines qui sont un peu inspirés du Shonen Jump et tout ça. Tu utilises beaucoup d'anagrammes pour des noms de villes, donc comme je t'avais dit avec l'Égypte. Il n'y a pas que pour les noms de villes, hein. Oui. Il y a aussi pour les personnages. Mais du coup, est-ce que c'est des choses auxquelles tu réfléchis vraiment à l'avance ou qui te viennent spontanément Ça dépend. Pour certains sont réfléchis. Pour d'autres, c'est sur le moment. Mais généralement, par exemple, pour tout ce qui est géographique, c'est toujours par rapport en fait, à un lieu, on va dire, plus ou moins existant. Surtout par rapport, on va dire, à sa position géographique. Par exemple, pour tout ce qui est par exemple, pays, on va dire, du Nord ou pays de l'Est, je prends généralement des anagrammes venant de ces régions. Pour les mêmes, en fait. Ton parcours, tu dis que tu as été autodidacte et tu t'es lancé du coup à 22 ans, c'est ce que tu as dit. Et du coup, est-ce que tu avais toujours voulu faire ça depuis que tu étais petit ou... Pas du tout. Non, à la base, j'ai suivi en fait des formations. J'ai eu plusieurs diplômes. Hein. J'ai eu un DUT en informatique, en mécanique. Je crois que je suis allé jusqu'à un bac plus 3. Mais je crois que c'est depuis que j'ai fait mon service militaire en fait que ça m'a en fait que cette idée en fait de dessinateur m'a titillé. C'est parce que comme il n'y avait pas, quand tu étais en permanence, comme il n'y avait pas grand chose à faire pendant mon service, j'ai commencé à dessiner. Au début c'est parce que je correspondais à Académie comme ça. J'étais en opération étrangère, on s'envoyait des lettres de cette manière, et on faisait des petits dessins sur les marges. C'est fou ça. C'est fou. Et j'ai commencé en fait à y prendre goût. Et en fait, depuis mon retour, j'ai commencé à vouloir travailler en fait cet aspect. C'est seulement quand j'ai commencé, on va dire, à tester que j'ai commencé à tester d'autres styles. Comme je disais, mon inspiration d'origine, c'est Kaname Kamatsu, donc on va dire, c'est de la Mina. Hein. Aujourd'hui, on voit bien, ça ressemble pas du tout. Ouais, non. Et c'est parce que forcément, c'est l'exigence, c'est le côté autodidacte. C'est à partir du moment où j'ai atteint un certain palier, je cherche autre chose. Je cherche une autre personne, on va dire, qui va m'inspirer. Et en fait, mon trait aujourd'hui, même s'il est principalement, on va dire, influencé par Regret, on voit que c'est généralement une forme de synthèse de tout ce qui m'inspire. Et je disais, je m'inspire par exemple de la plupart de la trait, on va dire, d'autres auteurs. Je sais qu'il y a Shironiwa, par exemple, qui fait partie aussi de mes inspirations. Pour le côté un peu dynamique de la narration. On a Kentaro Miura, c'est beaucoup pour les détails, par exemple, surtout au niveau des hachures, quand je dois les faire moi-même, plutôt que d'utiliser un logiciel. Après, il y a aussi, pour le niveau de détail d'une manière générale, ça c'est plus un artiste que j'ai découvert, je crois, en 2003-2004, qui s'appelle... il a sorti d'ailleurs un manga récemment, et c'était Akito Tsukushi, Made in Abyss. Oui, Made in Abyss. Sauf que justement, à l'époque, je le connaissais, en fait, j'ai choisi, parce qu'à la base, il était illustrateur. Et en 2004, je suivais en fait toutes ces illustrations, ce qu'il faisait, parce qu'il bossait déjà, on va dire, sur Photoshop, et il faisait des illustrations en couleur. Et c'est juste que, il a commencé, je crois, à lancer son manga, je crois, en 2014, sous forme digitale. Et c'est là où j'ai appris que, c'est moi à ce moment-là que j'avais appris qu'il faisait du manga en plus. Mais c'est lui, en tout cas, qui m'a inspiré, en fait, à faire beaucoup de détails, en fait, dans mes illustrations. Parce qu'à la base, je suis pas mangaka, je suis illustrateur. Et même si, je dirais même qu'à l'origine, je n'étais même pas illustrateur de toute façon. En fait, le manga, est venu par hasard. C'est parce que c'est quand les éditions, les associés sont venus me voir, par exemple en 2006, lors d'une Japan Expo. Quand j'étais, à ce moment-là, j'étais illustrateur pour l'association Manga Pop. Ils sont venus. Les associés ont remarqué, en fait, le directeur de collection a remarqué, on va dire, mon style, mon trait.
Et il a commencé en fait à me poser la question, il me disait est-ce que t'as pas envie de faire du manga? Et moi je lui ai répondu qu'à l'époque, ben, j'en faisais pas, je savais pas en faire. Parce que, comme je disais, même quand je bossais sur mon webcomic, on va dire en 2002 sur Upload, c'était que du crayonné. Je savais pas en créer. Alors du coup, il m'a demandé voilà, est-ce que tu veux faire du manga? Et je dis bah, je sais pas parce que je sais pas en créer. J'ai rien fait avant. Mais malgré tout, j'ai accepté. Mais pas parce que je voulais faire mangaka. À la base, je voulais plus concept dans les jeux vidéo. Et j'ai accepté en fait plus par défi que par désir. Je me suis dit, voilà, si j'accepte de faire du manga, déjà ça va me passer, ça va me permettre de me faire la main. Ça va me permettre en fait de travailler en fait et de m'obliger à faire de l'ancrage. Et aujourd'hui, ben, on voit où j'en suis. Hein. Du coup, tu t'es tourné parce qu'on t'a demandé vers le manga, parce qu'on t'a demandé, sinon jamais t'aurais été dans la BD ou dans le comics ou... C'est ça, j'y serais jamais allé de moi-même à vrai dire. C'est pour ça que quand j'avais maman, je raconte l'histoire, c'est beaucoup d'hasard. C'est plus des hasards et des histoires d'opportunités. À la fin, j'ai accepté juste, comme je disais, parce que j'étais curieux. Et peut-être que je me disais, peut-être que j'arriverais à faire quelque chose dans ce domaine. Est-ce que tu as déjà rencontré des auteurs du coup japonais ou coréens, parce qu'il y a des auteurs coréens qui sont incroyables? C'est ça. J'ai déjà... C'est l'auteur de... comment il s'appelle Le Nouvel Ongi que je trouve... non, ça, je ne l'ai pas rencontré. C'est lui qui a fait Ariadi aussi, je crois. Ouais, qui était pas ouf, mais... Bah, je sais pas. Non, je disais l'auteur le plus récent, vous voulez dire de manière générale? De manière générale, ouais. Le plus récent, bah, c'était l'auteur d'Actorch. Ah oui. Lors d'une Japan Expo. Ouais. C'est l'auteur le plus récent que j'ai pu rencontrer. Bah, autrement, non, je veux dire, j'en ai déjà vu, oui, mais j'ai vu aussi l'auteur de... Si chez Kiwi, là. Qui du coup était venu à une Japan Expo. Mmh. Il y avait pas les mémoires de Vanitas? Si, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion, je veux dire, on a mangé, on était à côté, mais on n'a pas discuté, donc... Ouais, c'est... donc je l'ai vu, mais on n'a pas... Ouais. Voilà, on a rien fait. Sinon, non, il y a eu l'auteur de... Reine d'Égypte Si, il y a eu la Reine d'Égypte. Mais il y en avait encore un autre, là. Faut dire, à part ceux que généralement, voilà, par un auteur vraiment que j'aime bien, j'ai un peu de mal. Ouais, c'est la démarche d'aller vers quelqu'un, dire je veux voir ce que tu fais, ça peut être gênant. Ouais, même, c'est aussi parce qu'il y a des auteurs parfois que je ne connaissais pas avant et que je découvre parce que voilà, il est dans le salon et en plus ils sont chez Kiyun, donc ouais. Je veux dire, c'est seulement à ce moment-là que j'en découvre. Parce qu'il faut quand même dire que je suis assez isolé à vrai dire, donc il m'arrive, je suis pas très au courant généralement de ce qui se passe. Genre, à chaque fois que je demande voilà, qu'est-ce qu'il y a comme manga, on me dit toujours tiens, il y a un nouveau manga français qui sort. Et généralement, je ne le connais même pas. Je veux dire, je connais généralement la majorité des auteurs français parce qu'on a quand même beaucoup au final maintenant. Ouais, maintenant. Ben, je ne le connais même pas. Ou de nom. Bah, de nom, oui. Et bon, de nom, ben, je connais que les plus connus, hein. Genre Audrey Lemaire, Tony Ballard. Du coup, Outlaw Players, tu penses finir en une vingtaine de volumes? C'est ça. Peut-être un peu plus, mais c'est vrai que ça n'ira pas. Je pense pas que ça ira beaucoup plus loin. C'est déjà beaucoup. Bah, pour moi, ça serait déjà, on va dire, un accomplissement. Ouais. Si on me laisse aller jusqu'au bout, oui, ce sera déjà un accomplissement. Mais au moins, pour moi, la série, j'ai déjà, on va dire, la vision toute faite. Pour moi, je sais comment je vais la finir. Et c'est pour ça que je sais combien le nombre de volumes qu'il me faut. Et ça fait aussi penser que quand l'éditeur, quand on en avait discuté avec l'éditeur là pour savoir le nombre de volumes, parce qu'il était quand même intéressé quand je lui ai présenté le dossier, on avait demandé on voulait faire combien de volumes là. Je dis une vingtaine. Bah, il dit ah ouais quand même. Ah ouais, ça peut faire peur. C'est sûr. Surtout quand tu sais pas dans quelle aventure tu te lances. Ouais, pour mais bon, les éditeurs maintenant. Oui. Mais là par contre voilà chez Kiyun, moi il m'a bon après il a dit lui-même, c'est une série quand même qui veut aller jusqu'au bout. Et rien que pour ça, je dirais, je respecte quand même beaucoup, on va dire, l'éditeur. Pour en tout cas me donner cette chance.
Est-ce que tu penses qu'en France, avoir des assistants pour aider du coup les auteurs à aller un peu plus vite ou pour les former et tout ça, ce serait déjà possible? Et est-ce que tu penses que ce serait intéressant aussi pour eux de découvrir le monde avec des auteurs professionnels? Bah, le concept lui est toujours intéressant. Je veux dire, tout le monde quelque part, tout le monde y gagne d'une certaine manière parce que l'auteur, lui, par exemple, s'il va aller plus vite, bah, les assistants c'est toujours une bonne chose. Après, pour l'assistant, lui, ça lui permet, on va dire, forcément d'en apprendre déjà plus sur le métier et surtout, on va dire, de s'inspirer, de pouvoir, on va dire, lui-même, en fait, pouvoir devenir auteur, on va dire, dans un futur. Mais après, je dirais, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'infrastructure. Je veux dire, l'assistant, par exemple, en France, n'a pas de statut en particulier, ce n'est pas reconnu. Donc, je veux dire, même si on a actuellement des BD ou des séries, on va dire où on a plusieurs auteurs qui travaillent dessus, bah, c'est plus de collaboration. Mais je veux dire, l'assistant en soi, non. Et tu penses que du coup, dans le futur, ce serait envisageable? Ce serait envisageable, mais ça risque quand même mais ça risque malgré tout de prendre du temps. Parce qu'il faut quand même que ce soit une situation, je veux dire, un métier ou que, en tout cas, que ce soit reconnu comme étant, on va dire, une forme de statut. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, je crois que si vous voulez avoir un assistant, bah, vous êtes obligé de le payer vous-même. Ouais. Ça fait pas partie, par exemple, du budget, par exemple, qu'un éditeur peut allouer. Donc, ça fait un peu, voilà, c'est un peu comme du travail à mi-temps. Ouais. Et il dirait que c'est l'auteur qui doit le payer lui-même, mais à ce moment-là, on peut aussi se poser la question est-ce que c'est. Comment on déclare ça? Est-ce qu'on déclare ça comme le travail à mi-temps? Mais le problème, voilà, c'est qu'après, c'est au niveau de l'auteur, est-ce qu'il faut qu'il fasse une facture? Je veux dire, il y a beaucoup de choses, je veux dire, qui peuvent susciter des questions. Et moi, honnêtement, actuellement, je veux dire, moi, le problème, c'est que je ne peux de toute façon pas, je peux pas prendre d'assistant, déjà parce que ça coûte cher. Et surtout, si je dois le payer, de ma poche, bah, ça reste d'être compliqué. Je veux dire, la série en elle-même, pour l'instant, je veux dire, elle se suffit, mais je veux dire, on n'a pas de budget, on va dire, pour avoir des assistants, ce qui explique quand même aujourd'hui pourquoi je continue à travailler seul. Après, j'ai commencé à prendre cette habitude. Je veux dire, moi, aujourd'hui, ça ne me dérange plus vraiment. Hein, je veux dire, et puis, d'une certaine manière, je dirais, j'ai le contrôle, je sais ce que je fais. Alors qu'un assistant, si vous devez l'avoir, bah, le problème, c'est que s'il n'a pas des bases, ou s'il ne décide pas, déjà, s'il n'a pas, on va dire, la même densité, le même genre de style que vous avez, bah, il faudra le former. Ouais. Et former quelqu'un, ça prend du temps aussi. Et le problème, c'est que si on forme quelqu'un, bah, si c'est pour le voir de partir 2-3 ans après pour faire sa route, ça risque de compliquer quand même. On a l'impression juste voilà, d'avoir investi et sur quelqu'un qui ne devrait de toute façon pas rester. Ouais. C'est aussi compliqué. C'est pour ça qu'au Japon, de toute manière, la plupart des assistants font tout simplement leur métier. Il y en a qui restent depuis des années chez le même auteur. Parce qu'ils se connaissent, ils sont amis. Mais surtout, bah, voilà, maintenant ils sont spécialisés. Mais la plupart voilà, se contentent très bien, on va dire, plus ou moins de cette situation, alors que d'autres bah, viennent pour apprendre. Mais ça, par contre, voilà, il ne faut pas se leurrer non plus, hein, ceux qui viennent apprendre, bah, c'est pour en fait, c'est pour ensuite, on va dire, aller de leur côté. Ouais. Tu dessines du coup principalement tes planches et tout ça à la main, ou qu'est-ce que tu fais du coup par ordinateur, qu'est-ce que tu fais à la main, Bah, je fais sans doute partie encore des auteurs. Je sais pas si c'est valable parce que comme je disais, hein, au niveau des auteurs français, je sais pas comment généralement les autres se débrouillent, mais en tout cas moi je suis encore dans le traditionnel. Je bosse encore sur des planches, je bosse à l'ancrage, je veux dire j'ai encore mon matériel pour ça. La seule chose que je fais en digital généralement, c'est les illustrations couleurs. Ce qu'on trouve dans les couvertures ou à l'intérieur en couleur et tout ce qui est en fait trame parce que ça coûte moins cher. La trame ça coûte moins cher de les faire on va dire de manière digitale plutôt que de les faire à la main parce que bon voilà faut se procurer le papier et des calcos là et en plus ça demande quand même beaucoup de travaux manuels là pour les appliquer. Genre faut faire du découpage, après faut coller, faut que ça tienne. Ouais. Après, forcément, hein, au niveau rendu de la planche originale, c'est toujours bien d'avoir des planches tramées, mais bon, je veux dire, en termes de rentabilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Du coup, je préfère choisir plutôt une solution mixte. Les planches, de toute façon, existent, elles sont originales, mais voilà, elles sont juste en noir et blanc.
Pour les versions, on va dire, avec niveau de grille et trame, bah, ça sera plutôt, il faudra pouvoir faire plutôt des fichiers en digital. Après, j'avais posé la question, personnellement je suis pas fan, mais j'avais posé la question de toute façon au lectorat en leur demandant s'ils préféraient en fait que je me lance plus dans le digital au niveau de la conception des planches pour aller plus vite. Bon, généralement, la réponse était assez unanime, hein, c'est non. Les gens préfèrent que je reste, on va dire, dans le traditionnel. Dans ton confort et dans ton habitude de travail plutôt que... Non, en fait, c'est plus idiot, c'est parce que ça leur permet de se dire que des planches originales existent. Ouais. Parce que c'est pas les collectionneurs. Ouais, mais tes planches, tu les vends pas. J'en ai déjà vendu, mais je les vends pas toutes. Ouais, ça te fait parfois mal au cœur de te dire... Bah après, ça dépend. Si la personne, en fait, en soi, est réellement intéressée et qu'elle est vraiment fan, je dis pourquoi pas. Je veux dire, moi, des planches de dessin, je peux en dessiner, c'est pas un problème. J'ai toujours dit, de toute façon, des originaux, je peux en produire. Je veux dire, je peux les faire moi-même. Ouais. C'est juste que... Voilà, c'est juste que après, je permets pas à tout le monde non plus d'y mettre la main dessus. Parce que toi, du coup, tu vends des originales, enfin, des planches originales. Ça dépend de la personne. Et il y a des auteurs qui, elles, du coup, impriment beaucoup de reproductions limitées, mais du coup, c'est des reproductions... Oui, mais je préfère éviter ça. Je veux dire, les reproductions limitées. À mon avis, pour moi, les reproductions, c'est bien pour des galeries, par exemple, quand vous voulez pas perdre des originaux. Ouais. Ça, vous les prenez. Vous pouvez même les imprimer en plus grand, comme ça, vous pouvez mieux les exposer. Mais honnêtement, non, c'est pas... Faire des impressions d'originaux, ça m'intéresse pas particulièrement, surtout si c'est pour les vendre. Du coup, toi, quand tu dessines une page, tu fais un storyboard avant. C'est ça. Et ta page, elle est en quel format? Du coup, je me demandais si tu travaillais en A4 ou si tu avais besoin de plus grand. En A4. En A4. D'ailleurs, parce que Bah, tu vois, du coup, finalement, qu'on a des exclusivités pour à montrer. Ouais, mais bon. Après, voilà, là, tu en filer, c'est ça? Comment? Ouais, ça fait. Ouais. Voilà, par exemple, c'est bien pour dire, par exemple, que je fais mes planches plutôt sur A4. Alors, on m'a toujours dit que l'A4, par exemple, c'est pas bon pour les détails, mais ça dépend en fait des outils que vous utilisez. Ouais. Je dis, si vous utilisez en fait des feutres assez fins, il y a toujours possibilité en fait. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise pour dessiner des petites choses en petit ou qui n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'il y en a qui travaillent à l'ordinateur, comme ça ils peuvent dessiner en grand, après ils réduisent et ils mettent dans les cases. Pour en fait ajouter ce qu'ils ont besoin. Ouais. Après, ça ne nous empêche pas non plus de nous de le faire en traditionnel, c'est-à-dire vous faites votre trait, vous faites votre dessin, votre line-art de manière générale, vous le scannez et vous pouvez retoucher ensuite encore, ajouter les détails et retoucher, on va dire sur les logiciels, sur les logiciels. Du coup, ouais, tu utilises quoi toi comme logiciel de trame? Bah, en fait, j'utilise actuellement, je dirais, pour tout ce qui est scan, retouche et pour clean, j'utilise Photoshop. Mais là, c'est parce que je fais aussi mes CG dessus généralement, donc mes illustrations couleurs. Ouais. Mais après, pour la trame, par exemple, j'utilise Clip Studio. Avant, j'utilisais Manga Studio, mais bon, maintenant, ils n'ont plus de mise à jour. Le logiciel en lui-même, on va dire, a été abandonné. Et on m'a dit que ce qui se rapprochait le plus, en tout cas le plus professionnel, c'est Clip Studio. C'est censé être le successeur, on va dire, de Manga Studio. Et je l'utilise actuellement, mais le problème, c'est que j'arrive pas encore à trouver mes marques dessus. Là. Ouais, changer de logiciel, c'est... Bah, il y a des redondances, je veux dire, il y a forcément des fonctions qui se retrouvent dans les deux, qu'on puisse se sentir plus à l'aise. Mais il y a quand même d'autres fonctions, par contre, qui sont moins instinctives, je trouve, par rapport à l'ancien. Quand tu dois créer une couverture, est-ce que c'est des illustrations prévues ou est-ce que ça t'est arrivé de rechanger de couverture, d'illustration de couverture au dernier moment, ou comment tu penses à la faire du coup à la réalisation? Non, généralement les couvertures c'est simple, je fais toujours à la fin. Toujours à la fin du volume. Parce que généralement ce que j'essaie de mettre en couverture, c'est un peu comme une synthèse, c'est un peu qu'est-ce qui est le plus représentatif du volume. En fait, voilà, du tome complet. C'est pour ça que généralement j'attends plutôt à la fin du volume pour faire une couverture. Et généralement, bon voilà. Par contre, voilà, le risque que vous prenez, c'est que vous êtes pris par le temps. Hein. Ouais. Surtout au niveau de l'imprimeur, par exemple, là, parce qu'on m'a déjà demandé par exemple de me dépêcher pour faire des couvertures. Parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps. De toute façon, après la couverture, je dirais, c'est assez idiot peut-être, mais à la base, c'est censé être l'un des plus importants parce que c'est ce que tu regardes en général quand tu arrives dans une librairie et quand tu regardes dans les étalages. Il faut que la couverture, on va dire, t'attire. Même si on dit qu'on ne doit pas juger un livre, c'est voilà. Quelque part. Le problème, comme je dis, c'est ce que je fais à la fin et il m'arrive par exemple on va dire, de me dépêcher.
Parce que moi, à l'inverse, moi, ce que je considère comme étant le plus important, c'est plutôt ce qui a du temps. C'est l'histoire en elle-même plutôt que Voilà. la couverture. Hein, Si je dois perdre du temps, je préfère perdre du temps, on va dire, sur le contenu plutôt que la forme, en fait, la couverture elle-même. Mais bon, après, je comprends tout à fait, de toute façon, qu'il faut quand même faire une couverture qui soit attirante pour donner en tout cas une chance, on va dire, au lecteur de pouvoir. Enfin, plutôt pour donner l'occasion au lecteur de laisser donner une chance, on va dire. Parce que c'est toi qui instinctivement t'es dirigé vers Kiyun ou t'avais envie d'aller de retourner chez Pika comme t'avais fait Lord of Chaos? Non, c'est. En fait, Kiyun était déjà intéressé par ce que je faisais en 2007. Quand on avait. Parce que je les avais rencontrés en fait quand j'étais parti. Quand j'étais à l'époque chez les Humanoïdes Associés, que je travaillais sur les projets, on était parti en janvier 2007 à Angoulême. Et en fait, Kiyun, qui, qui était présent, en fait, ils avaient leur propre stand, mais c'était juste de table. C'était vraiment, on va dire, leur début de commencer. Et Ahmed, par exemple, justement, le directeur en fait, de Kiyun m'a fait part en fait, de son intérêt déjà pour ce que je faisais. Il me disait déjà que voilà, à l'époque, il avait déjà des buts. C'est juste que, comme je suis parti en fait de Pika, on va dire pour cette histoire-là de projet que je préfère abandonner, parce que ça ne me plaisait pas, on a juste profité pour rebondir. On a pris contact, on a commencé à discuter, et même s'il était déjà intéressé par ce que je faisais, il voulait malgré tout que je propose un dossier. Parce que c'est vrai qu'au final, ils auraient très même pu me prendre comme dessinateur pour un projet à eux, mais ils voulaient savoir en fait ce qui m'intéressait moi personnellement. Et je dirais rien que pour ça, hein, en tout cas, il a toute ma gratitude. Il a quand même voulu m'écouter hein, sur un projet comme je disais, qui me tenait déjà à cœur. Ouais. Ça fait comme voilà, depuis des années que je réfléchissais dessus. Et je voulais quand même on va lui redonner une chance. Comme je disais, hein, à la base, c'est un webcomic qui date quand même il y a presque 20 ans maintenant. Et même si j'avais arrêté, parce que en fait, en webcomic, je l'ai publié pendant un an. Après, j'ai arrêté, j'ai dû faire une centaine de pages dessus. Et après, j'ai dû m'arrêter parce que je n'avais plus vraiment le temps. Et surtout, ça m'a permis en fait de réfléchir dessus. Parce que si on regarde bien de toute façon le webcomic, parce qu'on peut encore trouver on peut encore retrouver la plupart des pages. Mais c'est en anglais, après, ça faut le savoir. Mais déjà à l'époque, c'était plus une. Je veux dire, la CD en elle-même était plus comme une anecdote. C'était plus, on va dire, ça parlait toujours de joueurs, on va dire, qui étaient coincés, mais c'était plus dans la déconnade. C'était moins sérieux. Il n'y avait pas réellement d'histoire. C'était plus, on va dire, des joueurs coincés. Ils étaient plus là pour faire ils étaient plus prétexte, on va dire, à faire des parodies, on va dire, de ce qu'on trouve dans les jeux, par exemple, et les mettre en ligne. C'est juste que là, par contre, pour l'occasion, comme on m'a proposé, on va dire, de le mettre, on va dire, sur support papier et de l'imprimer, en tout cas de le publier officiellement, ça m'a fait réfléchir. Ouais. Ça m'a permis surtout de pouvoir proposer quelque chose, on va dire, quelque part plus concret, plus sérieux. En fait, en partant toujours sur la même thématique, le même concept, mais avec une véritable histoire. Et c'est pas plus mal, je dirais. Ça m'a permis en tout cas de réfléchir. Et même aujourd'hui, je dirais, je réfléchis encore sur pas mal d'aspects. Moi, ce que je vois beaucoup, du coup, dans Outlaw Player, il y a énormément d'univers différents. Tu retrouves des univers qui s'inspirent de l'heroic fantasy, de la science-fiction science-fiction plus futuriste, avec les vaisseaux et tout ça. Du coup, est-ce que tu aimes dessiner vraiment toutes sortes d'univers, ou est-ce que toi, tu préfères dessiner de l'heroic fantasy ou du futuriste? En fait, c'est idiot, mais je préfère le contemporain. Rien à voir. Je préfère le contemporain, mais je veux dire, mais j'aime bien aussi la fantasy parce qu'à la base, comme je disais, ce que je voulais faire, c'était du concept. C'était faire du concept pour des jeux vidéo. Et à l'époque, j'étais beaucoup dans l'heroic fantasy, dans les mémos. Je sais que même quand j'ai commencé en fait, à travailler dessus, enfin, en tout cas à vouloir travailler mes designs, j'étais beaucoup inspiré par exemple par exemple qu'on trouvait un mémo coréen, là, enfin plutôt un jeu coréen, c'était Lineage 2. Là. Ça me dit que... Voilà. C'était un bon vieux MMO, là, bien hardcore.
il fallait farmer, on va dire, des semaines. Mais les designs, je les ai trouvés bien. Après, c'était surtout parce que j'aimais déjà beaucoup à l'époque les illustrations et les concept design coréens. Mais après, après voilà, comme je disais, pour l'Heroic Fantasy, c'est plus par rapport, on va dire, par rapport à mon intérêt que j'avais en fait pour les concepts, on va dire, que je trouvais dans les animés, des designs coréens que j'appréciais. Mais c'est vrai que après, en tant que, mais après, pour ce qui est mes goûts personnels, je dirais que je suis plus contemporain, à vrai dire. Moi, par contre, voilà, après, je suis clairement pas science-fiction à la base. Ah ouais? Non. Pourtant, les vaisseaux que tu dessines à chaque fois, Oui, mais bon, c'est pas c'est nécessairement futuriste hein, quand on regarde. En plus, il y a même parfois des vieux côtés rétro aussi. Hein. Oui, mais enfin, je trouve ça marrant du coup que ce soit pas le genre de style que tu aimes particulièrement dessiner, alors qu'il y a quand même. Mais c'est juste que voilà, il y a quand même une certaine polyvalence que j'essaie d'atteindre. Parce qu'il y aura aussi des mechas et tout. Bah ouais, on voit avec l'armure. Ah non, l'armure là, c'est plus parce que c'est parce que là, c'est parce que je suis un fan de Fallout. Je sais pas si tu connais les Power Armor. Bah moi les jeux vidéo et moi ça fait. Ah bon? Ouais, moi je joue à 3 jeux. Ah. Hearthstone, Heroes of the Storm et Dofus. 2 jeux Blizzard et un jeu Ankama. Bah Ankama c'est parce que Dofus j'ai vraiment connu au début, donc vraiment. Avant que ça devienne PC, on va dire. Ouais, pour moi, pour me faire jouer à un jeu, faut vraiment y aller. C'est comme pour me faire regarder un animé au final, faut vraiment. Ah bon, t'as que tu regardes pas d'animé? Très peu. Parce que j'aime beaucoup lire les mangas, parce que je préfère quelque part ressentir ce que l'auteur a voulu créer, a voulu nous faire passer, plutôt que de regarder l'animé où on te zappe des éléments. À la fin du tournage, Shonen et moi on a beaucoup discuté. De ce qu'on aime, de nos inspirations personnelles à chacun, de ce que je fais moi dans la vie en dehors de YouTube, ce que je fais avec YouTube, mes projets futurs éventuellement pour YouTube, mes ambitions en fait dans la vie. On a parlé aussi énormément de ce que lui aimerait faire et franchement c'était une rencontre incroyable. Merci infiniment donc à Shonen pour son temps, à la page Shonen Fan sans qui tout ça en fait n'aurait jamais été possible, au dernier bar avant la fin du monde pour nous avoir accueillis malgré mon retard déjà d'une heure. Voilà, c'était pas de ma faute, c'était pas de notre faute, vraiment. J'aimerais aussi également dire un énorme merci à un ami à moi, Alexis, à cause de qui aussi on a eu un petit retard d'ailleurs. Mais merci à toi de m'avoir accueilli chez toi et de m'avoir supporté durant ces quelques jours parce qu'il a fallu me suivre lors de tous mes tournages, mes envies, mes trucs et tout. Et je suis quelqu'un de très exigeant et très stressé, donc ça n'a pas dû être facile. Et au final, parce qu'après la réelle interview, tout ça, on a discuté entre nous. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir mon dessin en couleur. Le voilà. Alors oui, vous pouvez être jaloux. Franchement, vous pouvez être jaloux parce que je le trouve magnifique, il est sublime, les couleurs sont top. Enfin, c'était une journée de fou. C'était une journée de fou. Et j'ai un petit cadeau pour vous, évidemment. Évidemment. Si vous avez vu déjà sur Instagram, bah vous êtes déjà au courant. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le voir sur Instagram, il va falloir aller sur Instagram tout de suite. Parce que Shonen a été adorable avec moi, mais adorable avec vous. C'est que le tome 10, qu'on a vu qu'il a dédicacé pendant la vidéo là. Mais pour la communauté de Mangavi. Pourquoi? Parce que déjà... c'est vous, ma communauté, mais parce que ce tome est à gagner, mes amis. Eh oui. Donc rendez-vous sur Instagram pour voir le fonctionnement du concours et pour pouvoir tenter de gagner ce tome 10 dédicacé. Et donc voilà, après 4 jours au final de montage, le temps de retourner quelques scènes, comme cette outro et l'intro de début, j'ai fini ma vidéo, ce montage est fini. Au final, cette vidéo est la plus grosse que j'ai postée déjà, qui a pris le plus de temps au montage, parce qu'il a fallu que je fasse des réglages de son, des retouches et tout, le plus de trucs possible pour que cette interview soit au final le plus quali possible pour vous, et le plus agréable à regarder ou écouter. Quant à moi, à présent, je vais retourner sur le montage d'autres projets qui arrivent. Il y a un feat qui arrive avec des amis à moi que j'adore. Il y a une autre vidéo qui arrivera sur la deuxième qui a été tournée à Paris aussi, qui arrivera incessamment, à mon avis, avant septembre ou alors début septembre. Donc en tout cas, il y a beaucoup de projets qui arrivent, j'ai beaucoup plus d'ambition qu'avant, et ça c'est grâce à vous. Donc un énorme merci. Merci pour tout ce que vous me faites vivre. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains concepts et de prochains feats. À très bientôt. Bisous sur les fesses.